Madame, Monsieur, bonsoir. Deux thématiques au menu de votre émission ce soir. D'abord, l'avenir des relations Maroc-UE et puis la présence de l'Iran en Afrique de l'Ouest. Après la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Maroc, l'UE et le Royaume ont convenu de conforter et de renforcer leur partenariat pour les 5 prochaines années. Cette visite est importante puisqu'elle intervient à un moment particulier, ou elle est intervenue en tout cas à un moment particulier, soit à une semaine de la tenue du sommet UE-Union africaine qui doit donc se tenir à Bruxelles. Que retenir des résultats de cette visite? Qu'attendre réellement du sommet UE-Afrique? Les anciennes puissances coloniales que sont les États européens veulent repartir sur des bases nouvelles, plus équilibrées et capables de contrer l'influence grandissante de puissances comme la Chine ou encore la Russie sur le continent. Alors comment repenser cette relation? Mustapha Bousmina, président de l'Université Euroméditerranée de Fès, est avec nous sur le plateau. Il répondra à nos questions. Ensuite, en seconde partie, les ambitions iraniennes en Afrique de l'Ouest, les raisons derrière et le modus operandi de cette présence. Nous répondrons à toutes ces questions avec Hassan Saoud, chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Mais avant, parlons Europe et Afrique. Avec vous, professeur Bousmina, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre aimable invitation. Avant de parler de Maroc-Union européenne, n'est-ce pas, donc 17-18 février, ce sommet UE-Afrique ou UE-Union africaine qui doit donc se tenir dans la capitale belge, Bruxelles. Est-ce qu'il est vraiment attendu ce sommet? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'on l'attend vraiment, que ce soit des deux côtés de la Méditerranée, que ce soit du côté africain ou encore européen? D'abord, je dois préciser d'emblée que je suis un scientifique, un physicien, un physico-chimiste, et donc je n'ai aucune prétention ni savante ni sachante concernant la géopolitique. Tout de même, je suis président de l'Université Euroméditerranéenne de Fès, qui tente sur le plan académique culturel de rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Je pense que l'intégration régionale, votre question est au centre de l'avenir et du devenir de notre région, de ces deux continents qui s'observent, qui s'analysent et parfois qui se méfient l'un de l'autre eu égard au poids de l'histoire récente. L'intégration régionale est-elle une alternative, est-elle une option ou bien un impératif? Je pense personnellement que c'est un impératif. Il y a plusieurs raisons qui plaident pour cela. J'en retiendrai une. Nous vivons dans un monde mondialisé, avec une mondialisation exacerbée, qui a poussé les différentes régions du monde à se regrouper, à s'auto-organiser. Vous avez en Amérique du Nord l'accord ALENA, qui regroupe les États-Unis, le Mexique et le Canada, et qui collabore de façon très étroite avec d'autres groupements, tels que le Mercosur, tels que l'ALADI, et tout cela fait plus d'1 milliard d'habitants. Et vous avez l'accord ASEAN qui regroupe les pays de l'Asie du Sud-Est et qui collabore à travers différents mécanismes avec l'Inde, avec la Chine, avec la Corée du Sud et avec le Japon. Et ça vous fait 4,5 milliards d'habitants qui contrôlent plus de 40 à 50% du commerce mondial. Puis vous avez l'Europe, l'Union européenne, avec une population qui est de l'ordre de 450 millions d'habitants. Avec le Brexit, ça a baissé. On était à plus de 500, on est à 447 millions d'habitants. En revanche, vous avez l'Afrique. L'Afrique qui va atteindre en 2020 1,4 milliard d'habitants. Et ce nombre va augmenter à l'horizon de 2050, vraisemblablement autour de 2,4 à 2,5 milliards d'habitants, et qui atteindra à l'horizon de 2100 4,4 à 4,5 milliards d'habitants. Un terrien sur 4 serait africain. Cette Afrique est un territoire immense de plus de 30 millions de kilomètres carrés. On peut accommoder dans la surface de l'Afrique la surface des États-Unis, la surface de la Chine, la surface de l'Inde, la surface du Japon, la surface de la Corée du Sud, la surface des 26 pays européens, la surface du Royaume-Uni
il resterait de la place. C'est un territoire immense qui a besoin de tout, de ports, d'aéroports, de routes, d'autoroutes et de biens de consommation. L'idéal, ça serait de rapprocher les deux continents vu la proximité géographique et qui serait bénéfique pour les deux. C'est la raison de ce sommet Union africaine, Union européenne. Nous assistons à chaque mois parce que ce territoire immense recèle de ressources naturelles extrêmement importantes, de minerais, de métaux précieux, de gaz, de pétrole, et ceci attire et attise les convoitises. À chaque mois, nous entendons, vous l'avez dit, Madame Ihsan, qu'il y a le sommet États-Unis-Afrique, le sommet Chine-Afrique, le sommet Russie-Afrique. On le sent, surtout que quand vous dites peut contenir en surface, moi j'ai envie de dire aussi, il contient déjà ses puissances. La présence chinoise en Afrique est aujourd'hui aussi importante que l'ait été à un certain moment d'autres présences européennes. Donc est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est certes en perte de vitesse sur le continent, mais est-ce qu'un sommet pourrait tout simplement résoudre cette problématique, qui est une problématique pour les pays européens? Absolument, absolument. L'Afrique diversifie ses partenariats. L'Europe, c'est à elle de choisir. Nous avons un continent qui se développe, un continent où il y a un taux de croissance extrêmement important, et c'est à l'Europe de voir quel est son avenir. L'avenir de l'Afrique, en tout cas, se construit dans la diversification des partenariats. Moi, je pense personnellement que nous sommes voisins. Il y a matière de construire quelque chose de solide et une intégration régionale économique qui serait mutuellement bénéfique. Et le Maroc, dans tout cela, est structurant parce que le Maroc, enfin l'Afrique du Nord et le Maroc en particulier, est un pays qui a un rôle extrêmement important en Afrique. Je vous donne quelques chiffres. Le Maroc est le premier partenaire de l'Union européenne, partenaire économique. Le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest. Le Maroc est la première base de construction des voitures en Afrique, avant l'Afrique du Sud. Le Maroc est la première plateforme de l'aéronautique en Afrique. Le Maroc est la première destination touristique en Afrique. Le Maroc est le premier exportateur d'engrais et de fertilisants. Le Maroc est la première station des énergies renouvelables en Afrique. Le Maroc est le premier exportateur agricole en Afrique. Le Maroc est le premier exportateur de sardines en Afrique. Le Maroc est la deuxième destination en Afrique pour les étudiants. Le Maroc a des banques qui se placent parmi les 10 premières en Afrique. Il en est de même pour les assurances. Le premier TGV en Afrique, et je vais continuer. Le Maroc est une force économique régionale. Et donc cette intégration régionale Afrique-Europe, le Maroc serait un élément important, structurant. D'où la visite de la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, avant d'aller voir le président Macky Sall pour discuter sur l'agenda, vous l'avez rappelé, du sommet qui va avoir lieu le 17 et le 18 On va rappeler quand même que c'est sa première visite. C'est la toute première visite de la présidente de la Commission européenne depuis sa nomination. C'était en décembre 2019. Oui, mais cette visite, Madame Ihsan, pour moi, elle dénote 3 aspects importants. Le premier étant le rôle de leader du Maroc en Afrique. Deuxièmement, vous savez que l'Europe a interjeté appel après la décision du tribunal européen. Et là est un signal très fort pour dire à la Cour européenne que le Maroc est un partenaire clé. Et le troisième élément, il ne faut pas oublier que Mme Ursula von der Leyen, elle est certes présidente de la Commission européenne, mais elle est allemande. Et là, un poids politique extrêmement important en Allemagne. Et cela dénote aussi un rapprochement entre le Maroc et l'Allemagne. Justement, quelles sont les leçons, parce que vous avez évoqué l'Allemagne, et cela
bien sûr, nous amène à parler des frictions, des tensions qui ont déteint sur les relations entre le Maroc et certains partenaires européens. Vous avez parlé de l'Allemagne, il y a l'Espagne aussi. Quelles sont les leçons à tirer de cette crise, justement? Est-ce que vous pensez que, côté européen, eh bien, on a compris justement tout ce que vous avez parlé, tout ce que vous avez évoqué comme importance du Maroc comme partenaire du vieux continent? En tout cas, je l'espère. Le Maroc est un pays fiable, est un pays sérieux, est un pays crédible et est un pays qui est voisin de l'Europe. Les 14 kilomètres qui nous séparent de l'Espagne, ils sont là ad vitam aeternam. Et il y a la raison vraie à ce que l'Europe puisse comprendre les doléances du Maroc. Le Maroc ne subira pas de chantage concernant son Sahara. On nous a amputé des territoires à l'est, il n'y a pas question qu'on nous charcute au sud. Que cela soit bien compris. Le Maroc trace sa voie. C'est un partenaire sérieux, mais il faut qu'on comprenne que le Maroc ne pourra pas céder sur l'intégrité territoriale. Ce n'est pas une question simplement de territoire, c'est une question de notre identité. C'est une question de notre profondeur civilisationnelle en Afrique. Et cela, les Marocains le réclament à l'unisson, roi, peuple et gouvernement. Les leçons qu'on peut tirer de cette crise, c'est qu'on puisse entendre la voix du Maroc. Le Maroc fait beaucoup pour l'Europe. Le Maroc assure sa propre sécurité, certes, contre le terrorisme, le fanatisme, mais par ricochet. Il sert aussi la sécurité de l'Europe. Le Maroc joue un rôle structurant pour réguler les flux migratoires. Et il dépense beaucoup plus que ce que l'Europe donne au Maroc. Le Maroc dépense environ 400 millions d'euros annuellement. On reçoit quelque chose qui est en dessous de 300 millions. Ce n'est pas que question d'argent, c'est une question de voisinage. Et le Maroc veut consolider ses relations avec l'Europe. Le Maroc veut diversifier ses relations avec le Maroc. Madame la présidente de la Commission européenne, dans sa déclaration, avait parlé de l'économie verte, de l'économie numérique. Certes, il y a là des niches extrêmement importantes à renforcer, à consolider. Mais tout cela ne peut pas se faire si on ne règle pas d'autres questions. Mais alors, justement, les autres questions sont relatives à la transparence et que cette Union européenne prenne enfin position par rapport à cette question du Sahara marocain. Absolument. C'est indéniable. C'est indéniable, vous avez raison. Le Maroc demande de la clarté. C'est ça. Demande de la transparence. Le Maroc est clair dans ses positions. Le Maroc est transparent. Je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc est fiable. C'est un pays fiable, c'est un pays stable. Si vous voulez réaliser et si vous voulez comprendre cela, prenez n'importe quel pays voisin, mettez-le à la place du Maroc et vous verrez qu'est-ce qui se passerait sur le plan sécuritaire et sur le plan de la régulation et du contrôle des flux migratoires. Le Maroc demande à ses voisins, notamment l'Espagne, avec laquelle nous partageons beaucoup. Nous avons une histoire commune, nous avons un patrimoine commun, nous avons de la culturation, c'est-à-dire l'affluence des deux cultures qui se retrouvent, qui s'observent à la fois dans notre cuisine, dans notre darija à nous, où il y a beaucoup de mots espagnols, et dans la langue espagnole, où il y a beaucoup de mots arabes et marocains. Il y a un lien ombilical avec l'Espagne. Nous sommes des voisins et nous sommes des amis. Il faut que l'Espagne puisse faire des pas dans la continuité des accords de 1975, qu'il avait signés le 14 novembre 1975 et ratifiés par le Parlement espagnol le 18 novembre 1975. Sur la marocanité du Sahara, il faut que, vous voyez en chinois, le mot crise se dit Ouiji. Oui,
ça veut dire situation critique. J veut dire opportunité. C'est l'opportunité qu'il faut saisir pour qu'on puisse consolider notre relation à la fois avec notre voisin important qui est l'Espagne, mais aussi avec les autres pays de l'Europe tels que l'Allemagne, la France, avec laquelle aussi nous avons des liens historiques, et avec l'ensemble de l'Union européenne. Et si on regardait de plus près justement le triptyque Maroc-UE-Afrique, compte tenu un peu du contexte actuel, bien sûr le président Macky Sall qui assure aussi la présidence de l'Union africaine pour une année a rappelé l'importance de faire bénéficier l'Afrique parce que c'est bien de faire des discours, n'est-ce pas, et des promesses, mais il y a une réalité aujourd'hui. Le continent africain, vous en avez si bien parlé au début de cette émission, il a autant de richesses qu'il n'a de besoins, et notamment les vaccins, tout simplement. L'Afrique reste le continent le moins vacciné dans le monde. Donc, est-ce que vous pensez, aujourd'hui, ce triptyque, comment pourrait-il évoluer dans le temps à même de répondre aux besoins de cette population africaine? Bien sûr, il faut que ce partenariat soit mutuellement bénéfique pour les deux parties. Et le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un rôle structurant, vu sa profondeur africaine, vu sa force économique à l'échelle africaine, mais aussi ses relations privilégiées avec l'Union européenne. Vous l'avez dit, pendant cette pandémie qui a mis à nu l'ensemble des politiques à l'échelle internationale, on a vu des pays acheter 4, 5, 8 fois la dose requise pour sa population, alors que l'Afrique n'était pas vraiment totalement vaccinée. En tout cas, le pourcentage de vaccination ne dépassait pas 10%. 10%, oui. Dieu merci, le Maroc a extrêmement bien géré cette pandémie, il faut le souligner. On est le pays qui a vacciné le maximum de sa population. On est plus de 60%, on s'approche des 70%. On est le pays qui est le plus vacciné, plus que l'Afrique du Sud, plus que tous nos voisins. Et vous avez vu la décision royale de doter le pays d'infrastructures importantes pour fabriquer des dispositifs médicaux, pour fabriquer des médicaments et pour fabriquer des vaccins. Et le Maroc ne le fait pas que pour lui-même. Il le fait pour toute l'Afrique. Voilà ce pays, voilà cette politique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, envers l'Afrique. C'est une politique solidaire, c'est une politique basée sur l'esprit gagnant-gagnant, mais il y a aussi de la bienveillance. Le Maroc, comme l'a dit Sa Majesté dans son discours à propos de l'Afrique, dans le discours d'Abidjan, le Maroc partage ce qu'il a, sans ostentation et sans aucune autre arrière-pensée. Il est dans son continent, il est très actif dans son continent où il veut renforcer ce partenariat sud-sud, gagnant-gagnant pour toutes les parties. Est-ce que cela fait que le Maroc pourrait constituer un concurrent pour l'Union européenne sur le continent? C'est pour ça que je parlais de triptyque, parce que finalement, est-ce qu'on peut envisager un triptyque où il y a quand même un sentiment de concurrence de l'autre côté de la Méditerranée? Il y a des triangulaires clairs qu'on pourrait faire, ou des triptyques, comme vous l'appelez, mais on est dans une économie ouverte. C'est ça. Le Maroc devient, et il va le devenir, il ne faut pas être naïf, le Maroc va renforcer sa position en Afrique. Il est légitime dans son continent, plus légitime que quiconque. Il y a parfois des secteurs sur lesquels on va être concurrent, mais il y a des secteurs sur lesquels on va être complémentaires. Et il y a des secteurs sur lesquels où le Maroc probablement bénéficiera de tout cela. Mais c'est le devenir de cette région. Et le Maroc, comme vous l'avez dit, est un élément important. C'est le leadership du Maroc qui s'est illustré avec la visite de Mme van der Leyen. Et vous n'avez aucun chef d'État
en Afrique qui a autant sillonné l'Afrique comme Sa Majesté et qui a su tisser des liens importants. Le Maroc a une profondeur historique, profondeur spirituelle, avec la Tijania, avec les différents pays d'Afrique. Nous avons des liens de sang, nous avons des liens familiaux, en plus des liens économiques, géopolitiques, culturels avec l'Afrique. Le Maroc, elle est dans son continent. Et justement, quand on parle du Sahara marocain, ceux qui veulent couper le Maroc de sa profondeur historique, et le Maroc ne l'acceptera jamais. Le Maroc ne discutera avec quiconque qui n'inclut pas le Sahara marocain. Le message était clair, les affaires étrangères ont été claires. Le discours de Sa Majesté à l'occasion de la Marche verte. J'allais y pas venir. d'accord économique si on ne clarifie pas sa position. Il est révolu le temps, on pouvait faire du chantage à mon pays sur cette question. Sur cette question. Bon, alors parlons avenir. Les perspectives d'avenir, bien sûr avec tout ce dont on a parlé, mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sent un peu l'Union européenne qui affaiblit après le Brexit déjà, qui a porté un coup assez sérieux à l'économie et à la composition même de cette région-là, j'ai envie de dire, et à la crise ukrainienne. En tout cas, on sent l'Europe qui s'affaiblit aujourd'hui et cette main tendue vers le sud, encore une fois. Vous pensez que c'est une bonne alternative pour revoir un peu l'avenir de la collaboration européenne? Vous avez raison, nous vivons dans un moment où il y a beaucoup de turbulences. Nous vivons dans une pièce où il y a beaucoup de gaz, il y a certains qui allument le feu. Et ça peut exploser à n'importe quel moment. Je pense que la raison doit prévaloir. J'espère qu'il n'y aurait pas de guerre, en tout cas concernant l'Ukraine, parce que c'est très mauvais à la fois pour l'Europe, mais pour le monde entier. La relation Afrique-Europe est quelque chose de structurant. Moi, je suis très optimiste pour qu'on puisse construire avec l'Europe. Ce sont nos voisins. Nous avons des liens historiques. Je parlais tout à l'heure de l'Espagne. J'espère que l'Espagne, pays que j'aime beaucoup, je suis aussi moi-même hispanophone, j'aimerais qu'on puisse trouver, que l'Espagne puisse reconnaître la marocanité du Sahara pour qu'on puisse construire l'avenir ensemble. Sa Majesté l'a dit dans son discours, le roi Philippe l'a dit dans une déclaration, et j'espère qu'on puisse arriver le plus rapidement possible à construire ce pont de 14 kilomètres. C'est exceptionnel la relation que nous avons entre l'Espagne et le Maroc, qui servirait de jonction et de continuité pour le Maroc dans l'Afrique et l'Espagne dans l'Europe. C'est la même chose avec l'Allemagne, avec la France, où nous avons des relations privilégiées. Moi, je suis optimiste. Pas relations privilégiées, on accorde de moins en moins de visas pour les Marocains. Quand même, j'ai dit tout à l'heure que tout cet accord ne peut avoir de sens. Oui. Je parle de l'accord Maroc-Union européenne, n'a de sens que si on règle un certain nombre de problèmes. Et parmi les problèmes, c'est la mobilité. La Absolument. Mobilité pour les étudiants, la mobilité pour les enseignants-chercheurs, la mobilité pour les hommes d'affaires, la mobilité pour les camionneurs, pour ne pas interrompre les chaînes de valeur. Et cette mobilité, pour nous, est extrêmement importante. On ne peut pas avoir un partenariat et les acteurs de ce partenariat ne peuvent pas se mouvoir, se déplacer. C'est quand même terrible. Mais on sent que c'est la dernière carte dont disposent certains partenaires européens pour mettre un peu plus de pression sur un Maroc qui, bien sûr, ne semble pas, en tout cas, être atteint tant que ça par ces pressions-là. Regardez, tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur la Chine. Vous m'avez dit que la Chine est très présente.
le Maroc a diversifié ses relations. Il a diversifié ses relations, il a des relations avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Amérique latine, et avec la Turquie, avec d'autres pays. C'est à l'Europe de choisir. Nous avons la volonté de construire un partenariat solide, crédible, mutuellement bénéfique, et ceci ne peut se construire que si on résout la question de mobilité. Il n'est pas normal, je vous donne un chiffre, il n'est pas normal que dans le cadre d'Erasmus+, si on ajoute les deux mobilités entrantes et sortantes du Maroc avec l'Union européenne, on est à 3 000, 4 000 étudiants par an. Avec la Turquie, on est entre 30 000 à 40 000 mobilités annuelles. C'est pas le Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan sécuritaire, sur le plan du contrôle et de la régulation des flux migratoires, est un pays extrêmement important. En plus, le Maroc vient de prendre une initiative de manière salutaire à l'échelle africaine. Il a lui-même érigé une politique d'immigration où nous recevons beaucoup de nos amis subsahariens qui étaient... Il y a même un observatoire de la migration, observatoire africain de migration, qui est au Maroc, à Rabat. Qui est au Maroc sur proposition de Sa Majesté. Et le Maroc, vous savez, les Marocains ne parlent pas beaucoup. Ils travaillent. Très bien. Merci beaucoup, professeur Mustapha Bousmina, président de l'Université euroméditerranéenne de Fès. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir fut le mien. Voilà donc, c'est la première partie de questions d'actu. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants avec la seconde partie et une deuxième thématique ce soir. À tout de suite. Et nous parlons en cette seconde partie de questions d'actu de la présence iranienne en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, mais pas que. Ce sera en compagnie de Hassan Saoud. Bonsoir, professeur Saoud. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Si on parlait histoire d'abord, on connaît bien sûr la présence libanaise dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, mais on parle peu ou pas assez de la présence iranienne. Comment tout cela a commencé ? C'est un clin d'œil à l'histoire, comme vous venez de le dire. Tout commence en février 1979. Le départ du Shah et puis l'arrivée de Khomeini à Qom. Et c'est un grand discours dans lequel, évidemment, il a fait étalage de l'idéologie, mais il avait dit deux choses importantes. Premièrement, le départ du Shah n'est pas une fin en soi. Deuxièmement, cette révolution, si elle n'est pas exportée, finira dans le périssement. Et c'était la feuille de route qu'on a connue à travers les années et qui continue maintenant. Donc, un projet géopolitique et hégémonique dans l'environnement immédiat, le Proche-Orient, l'Asie centrale, l'Europe, et évidemment l'Afrique. Voilà où est-ce que nous en sommes maintenant. Cette idéologie est antisémite, carrément, clairement. Et il vise évidemment à un encerclement d'un autre hégémone sunnite qu'est l'Arabie saoudite. Quand on voit le croissant chiite, Liban, Irak, Syrie, Yémen, avec cette guerre par procuration qui leur en fait, on connaît quelles sont les visées géopolitiques. Mais pas du tout religieuses, finalement, ces visées-là. Moi, je pense que c'est secondaire. Pourquoi ? Parce que le berceau religieux, en réalité, se trouve en Irak. C'est Najaf, c'est Karbala, etc. Et le berceau politique, il se trouve en Iran, évidemment à Qom et à Téhéran. Sauf que l'Iran a une politique très claire. Elle agit par une guerre d'influence et une guerre militaire par procuration, en s'adossant sur des points d'ancrage chiites dans certaines régions, primo.
secondo, l'Iran profite de toute la conflictualité interne dans certains pays où il y a évidemment des chiites pour accentuer son influence. Notamment donc en Afrique de l'Ouest. Le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, avait mis en garde contre le danger iranien. En quoi est-ce un danger pour la sécurité spirituelle en Afrique de l'Ouest? Vous savez, bien avant, Monsieur le ministre, Fahad Sende en avait parlé. Et il avait dit que la vraie guerre se trouve en dessous. La vraie guerre, c'est celle de l'exportation d'une idéologie au nom de l'islam. Et il avait ajouté, que Dieu ait son âme, que si Khomeini est un musulman, alors moi je ne le suis pas. C'est très important. Donc ça touche à la sécurité religieuse, ça touche à des fondements religieux installés notamment en Afrique du Nord et en Afrique, parce que dans ce continent, le sunnisme est prépondérant. Absolument. Et donc c'est ça qui a fait que l'Iran a lorgné sur ce continent pour essayer évidemment de répandre son idéologie et les préceptes du chiisme qui, de notre point de vue, est une hérésie. Alors, si on parlait de cette présence en détail, où est présent l'Iran aujourd'hui en Afrique? Depuis longtemps, l'Afrique de l'Ouest était un champ de prédilection du chiisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une communauté libanaise chiite qui avait un monopole économique. Absolument. Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal et j'en passe. Et c'est cette diaspora qui finançait en même temps le Hezbollah libanais qui a fait un travail de former, d'endoctrinement, de recrutement, etc., qui a fait qu'on a dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest un nombre important de chiisés, si vous voulez. Et il était temps que les gens en prennent conscience pour essayer de contrecarrer cette idéologie qui n'a rien à voir avec la réalité d'un islam du milieu que nous prenons. Alors, quand vous parlez, donc, c'est d'abord une présence économique qui a mené à une présence, ou en tout cas à une hégémonie, à une chiisation un peu des populations où était présente cette diaspora libanaise très importante dans beaucoup de pays africains. Mais qu'en est-il du Maghreb, Hassan Saoud? Vous savez, dans cette région de l'Afrique du Nord, disons, de l'Égypte jusqu'à la Mauritanie, je pense que le chiisme n'est pas une tendance lourde. Dans cette région, l'islam sunnite est prépondérant. Mais quel est le propre du chiisme? C'est d'essayer de se répandre un peu partout. Et on trouve maintenant que en Algérie, un peu en Tunisie, en Mauritanie, pour l'Égypte également, je pense qu'il y a en Afrique du Nord ces éléments de résilience. Parce que le sunnisme, outre qu'il est historique et religieux, il est constitutionnel quand même. Le Maroc est un exemple. Et de ce point de vue, je pense que le chiisme dans ces pays-là agit sur des communautés. Or, elles ne sont pas nombreuses. Sauf que maintenant, il y a quelque chose d'inédit. L'Algérie officielle a ouvert à l'Iran les portes de son pays. Comme vous le savez, les attachés culturels dans les ambassades d'Iran, dans les pays où ils sont, ce sont d'abord des gardiens de la Révolution. Amir Moussaoui, le sulfureux Amir Moussaoui en est un exemple qui en Algérie a eu les portes ouvertes partout. Il endoctrinait, il recrutait et évidemment il était dans toute cette ingénierie stratégique à l'endroit du Polisario, ce mouvement sécessionniste que l'Algérie ne cesse de soutenir. Et donc l'Algérie fait un pari très risqué. Pourquoi? Je pense. Parce qu'en voulant ouvrir à l'Iran est obligé de se répandre. Ça fait partie de son ADN.
Et quand vous voyez ce que l'attaché culturel fait, mais c'est pareil dans toutes les ambassades. Tout l'endoctrinement, toute l'idéologie est assurée par les attachés culturels, sauf que l'Algérie a fait un pas beaucoup plus en permettant au Hezbollah libanais de rentrer dans les camps de Tindouf. Absolument. Et nous sommes dans une chiisation qui est conjuguée à du terrorisme parce que le mouvement de Polisario est un pourvoyeur de terroristes. Donc c'est une usine à gaz qui risque de se retourner contre cette Algérie. Dernier point, même ce Hezbollah libanais, les banques algériennes contribuent au blanchiment de l'argent du Hezbollah. Et il est temps que les organismes internationaux qui luttent contre le blanchiment de l'argent, qu'il soit criminel ou en ce qui concerne le financement du terrorisme, regardent un peu plus clair dans ce pays-là. On parle aussi de militaires. Je voudrais m'arrêter juste sur ce point qui avait soulevé beaucoup de polémiques à l'époque avec un démenti des autorités iraniennes par rapport justement au Hezbollah et par rapport à cette présence militaire dans la région et notamment pour soutenir le Polisario. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Hassan Saoud, que c'est-à-dire on a déjà des conflits qui minent cette région de Moyen-Orient. Pourquoi venir s'immiscer dans des conflits qui ne sont pas les leurs? Parce que la doctrine de Khomeini, c'est évidemment l'exportation. Très bien. Un peu partout, là où il y a de l'islam. Et en l'espèce, là où il y a un islam sunnite. Parce que c'est ça son ADN. Quand on voit son antagonisme avec l'Arabie saoudite et les pays de la région, avec toute la déstabilisation qu'il cause dans cette région-là, eh bien, il a aussi il lorgne sur cette partie du monde musulman qui, fort heureusement, a beaucoup d'éléments de résilience qui permettent de le contrecarrer. Mais il a aussi ce bras armé. C'est les gardiens de la révolution, les fameux Pasdaran. Ils sont là, ils encadrent, ils font de la formation, notamment dans le camp du Tindouf, et ils donnent des armes. Et monsieur le ministre des Affaires étrangères, on a fait la démonstration aussi bien à l'ancien ministre des Affaires étrangères iranienne qu'au niveau des Nations Unies, avec des preuves que le Hezbollah, par l'Algérie et le Polisario interposés, est impliqué dans cette affaire-là parce qu'il est contre le Maroc. Vous savez que le Maroc était un des premiers pays musulmans à avoir prononcé l'expiation du chiisme du temps de Feu Hassan II. C'était une position confessionnelle claire concernant la protection de l'islam sunnite, islam de concorde et islam évidemment très quiétiste. Donc l'Iran lorgne sur l'Afrique du Nord et le Maroc est une cible privilégiée. Alors, le Maroc est une cible privilégiée. Comment contrecarrer, justement? Il y a eu des essais, j'ai envie de dire, d'introduire cette politique chiite au Maroc, qui s'est soldée par un échec. Mais comment contrecarrer cette hégémonie, cette présence iranienne en Afrique du Nord? Peut-être qu'il est un peu trop tard pour l'Algérie, mais en tout cas pour cette région et surtout pour la sous-région qu'on connaît avec tous les coups d'État c'est assez déstabilisé en Afrique de l'Ouest, donc ça peut être un terreau fertile pour plus d'implantation de ce genre de puissance, si on peut les appeler ainsi. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de facteurs de résilience. Le Maroc en a depuis très longtemps. Nous avons la commanderie des croyants, historique, religieuse et évidemment constitutionnelle, qui permet de protéger et de lutter contre toutes les dérives, notamment celle-là. Et nous avons beaucoup d'instruments de sensibilisation et puis de façon de mettre un terme à cette influence, même si au Maroc,
je dirais, c'est epsilon. C'est ça. C'est de la quantité négligeable. Quelques bribes de personnes qui ont été dans les écoles en Iran, même ceux-là, ils avaient été pour la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. Et ils sont attachés à l'intégrité du royaume, il faut le souligner. Et nous avons évidemment les médias, mais nous avons surtout de la diplomatie religieuse dans notre prolongement stratégique qu'est l'Afrique. La Fondation Mohamed VI pour les oulémas d'Afrique, toute la formation, et même en Europe. Et donc, tous ces outils que le Maroc a pour se protéger, mais aussi pour protéger toute l'Afrique, et notamment l'Afrique sahélo-saharienne. Et vous savez qu'on a formé plus d'un millier d'imams africains dans ces préceptes de l'islam sunnite, et ça fait partie du travail. Mais je pense qu'il faut de la vigilance dans ce coin-là, parce que le chiisme, s'il n'est pas contrecarré, se métastase. Et donc il faut que les départements concernés, les oulémas, fassent en sorte de contrecarrer l'influence du chiisme qui d'abord touche à la cohésion sociale, le tissu social, et puis ça crée inévitablement de la conflictualité confessionnelle dont notre continent africain n'a pas besoin. Certainement pas maintenant. Est-ce que vous pensez que justement les autorités publiques, les États, les gouvernements africains ont conscience de cela, ont conscience de cette menace qui plane sur leur pays? Je pense que même en ayant réagi un peu tard, je pense qu'ils sont très conscients et que toute cette diplomatie marocaine religieuse commence à donner ses fruits. Maintenant, c'est à l'échelle des nations qu'il faut qu'il y ait cette synergie de toutes les compétences confessionnelles des universités pour démontrer que ce chiisme est vraiment très dangereux pour notre continent. Donc, regardez à travers le monde, là où l'Iran est, il y a de la conflictualité, il y a des morts. Le Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban, là où ils sont, et il est temps que les gens prennent conscience que c'est un danger international, notamment pour les pays musulmans sunnites. Merci beaucoup. Merci Hassan Saoud d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.